Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier SES. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action SES. On voit que c'est le crash depuis 10 ans, mais on a eu un rebond suite à la publication des résultats annuels. Donc, est-ce que c'est le moment de se positionner sur l'action? On va regarder ça ensemble. Et dans l'analyse, on va aussi se focus sur le dividende qui peut être intéressant sur ce dossier puisqu'il y a un rendement qui est élevé, mais la question qu'on doit se poser, est-ce que ce rendement du dividende est sécurisé? Donc on va regarder ça ensemble. On n'a pas la donnée de l'évolution du chiffre d'affaires qui a été mise à jour sur Coifin. Je crois que la publication a quand même eu lieu. On va se baser sur ce qui est disponible. On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires de 1,2%. Donc on a en décroissance. On est sur un marché qui est mature et qui est disrupté en fait avec Starlink, puisqu'on est sur du satellite. On est quand même sur un rattrapage de la croissance en 2022 et en 2023. 2023, ça a été 4,5% de croissance, sans acquisition apparemment, donc la croissance organique. Donc peut-être que c'est le moment de jouer le rebond, on va regarder ça. Le taux de marge net, enfin les taux de marge, le taux de marge brut est en baisse, le taux de marge d'EBITDA est en baisse, et le taux de marge net est en forte baisse, voire en lourde perte. Donc, alors, premier élément, on a une décroissance du chiffre d'affaires sur toute la période. Et donc là, on a un effet ciseau. C'est-à-dire que l'effet, quand on a des coûts fixes, et SES a beaucoup de coûts fixes, eh bien, si les volumes baissent, le chiffre d'affaires baisse, on distribue moins de coûts fixes, enfin, on distribue les coûts fixes sur moins d'unités vendues. Donc, ça fait baisser les marges par unité vendue. Et donc, c'est très dur de maintenir les marges dans ces conditions, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter à toute vitesse les prix pour compenser. Et SES n'est pas en situation de concurrentiel pour pouvoir monter ses prix. On l'a dit, il y a Starlink par exemple qui est en train de disrupter le marché, donc SES c'est dur de monter les prix parce qu'ils sont pas leaders du tout. En plus on a même une moindre efficience opérationnelle puisque le taux de marge d'EBITDA baisse plus vite que le taux de marge brute, donc là, attention danger. Ce qu'on peut se dire c'est que dans l'absolu le taux de marge brute est quand même élevé. Donc, si on reste à ce niveau-là, c'est pas alarmant non plus. Le taux de marge d'EBITDA, du coup, est élevé également. Il n'y a pas beaucoup de coûts de structure, même si ça coûte de plus en plus cher. Mais bon, ça baisse, ça baisse, mais ça met pas en péril l'entreprise. Donc là, ça reste correct. Par contre, le taux de marge nette, enfin, on a fait des pertes nettes sur la période. Donc là, il faut comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont des pertes comptables? On peut regarder ça. Est-ce que ce sont, en fait, si ce sont des pertes comptables, c'est pas si grave que ça. Si, par exemple, on a fait des dépréciations ou des exceptionnels. Donc, on voit qu'il y a, si on normalise la marge de free cash flow, on est sur du zéro. Je sais pas si la valeur de Coifin est correcte, parce que, elle m'a l'air un peu, étrange, cette marge de free cash flow. Donc, je vous propose de regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a les free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets. Sur 3 ans, les free cash flow sont positifs. Sur 1 an, on n'a pas de free cash flow. Regardons ce qui s'est passé. Donc c'est défini ici, et donc sur donc la dernière valeur de free cash flow qu'on a, en fait, c'est parce qu'elle n'est pas publiée en septembre, elle sera publiée avec les résultats annuels, mais on a quand même 3 milliards de free cash flow en 12 mois glissants sur juin. Donc, en fait, on arrive à bien générer des free cash flow et les bénéfices nets sont en fait impactés par de l'exceptionnel, et donc c'est pas si grave. Donc, si on remet la comparaison de la conversion des bénéfices nets en free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, est-ce que ça provient de l'amélioration du BFR? Légèrement, mais rien de significatif. Est-ce que c'est parce qu'on a baissé les dépenses en capital par rapport aux dépréciations et amortissements? Oui, c'est le cas. On a 3 milliards d'écart, donc ça, enfin un peu moins de 2 milliards et 500 millions. Donc ça veut dire que l'entreprise, depuis quelques années, depuis 2017, elle a cessé d'investir, elle réduit le développement de son appareil productif. Elle le maintient plus à niveau, quoi. C'est-à-dire qu'elle réduit les dépenses de maintien de son appareil productif. Pourquoi? Comme on l'a vu, c'est un marché qui est en décroissance, l'entreprise est en décroissance, donc ça sert plus à rien d'investir massivement dans l'appareil productif pour se retrouver en surcapacité par la suite. Donc ça peut être une bonne gestion de baisser les capex. Mécaniquement, ça fait monter les free cash flow. Ces free cash flow, ensuite, il faut voir ce qu'on en fait et ce qu'on les rend aux actionnaires notamment. On va regarder d'abord l'endettement de l'entreprise. On devrait ne pas être endetté si l'entreprise est correctement gérée, et donc là on est un peu endetté parce que bon, c'est bien de désendetter, hein. On a priorisé le désendettement depuis septembre 2023, donc ça c'est très bien. Comme on est en phase de maturité, voire de déclin de l'entreprise, il faut que la dette baisse complètement, et puis qu'ensuite les free cash flow soient rendus aux actionnaires. Donc là, ce qui est bien, ce que fait le management, c'est qu'il réduit la dette fortement. Est-ce que cette réduction s'est fait de manière organique ou avec des augmentations de capital? Non, elle a l'air de s'être fait de manière organique, donc ça c'est très bien.
On est plus qu'à 1,5 fois l'EBITDA en termes de dette nette, donc ça c'est très bien, ça baisse le risque du dossier. Comme les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices opérationnels également, on va pouvoir continuer à baisser la dette. On est plus que la moitié des free cash flow en dette nette, donc excellent. On diminue le risque du dossier, ça c'est très bien. On continue avec le rendement de l'actionnaire. On est sur un dividende de 265 millions qui a été payé. Les free cash flow sur la dernière période ont été de 3 milliards. Donc on a un payout ratio qui est très bon. Maintenant, ici, le management, à mon avis, a un peu optimisé les free cash flow. Donc ce que je vous propose de faire pour évaluer la sécurité de ce dividende, c'est de normaliser les free cash flow. On normalise les free cash flow, on les met sur 5 ans. Et on va regarder par rapport au niveau de dividende qui est payé actuellement. Le free cash flow médian sur 5 ans, c'est 911 millions. On verse un dividende de 211. Le plus gros qu'on ait versé en dividende, c'est 285 millions. À l'heure actuelle, on ne verse que un tiers des free cash flow en dividende. Donc, ce niveau de dividende est sécurisé. Ce rendement, il est en plus élevé. On est à quoi là ? On va dire qu'on est à 15%, quelque chose comme ça. C'est quand même élevé, surtout avec un niveau de rendement aussi sécurisé. On voit qu'en plus, il y a des rachats d'actions depuis 2022. Alors, c'est léger, mais ça a l'air d'être régulier. Donc le management semble avoir priorisé le retour aux actionnaires via des rachats d'actions et un dividende. Coifin va nous calculer un rendement de l'actionnaire à 16,6%. Ça inclut le désendettement. Si on exclut le désendettement, on se retrouve sur un rendement de l'actionnaire qui est, c'est pas celui-ci, on va se mettre en shareholder yield, on est à 23,12%. Alors, bon, je me fie toujours un peu de ces calculs côté Coifin, mais rien que le dividende, il est déjà à plus de 15%, à 16%, donc avec le léger rachat d'actions, on est au-dessus de 15-16%. On conclut avec la valorisation du dossier. Il y a un peu de dette, donc on se met la valeur d'entreprise sur EBITDA. On est des côtés de 50%, donc il y a de la marge de sécurité. Et ça va être la conclusion du dossier SES. Eh bien en fait, je pense que je comprends pourquoi est-ce qu'il y a un rebond du cours de l'action, et en plus il est important, là on a bien rebondi de 30%, hein, si je me trompe pas, plus que ça, on a rebondi de 35-40%, bon, donc il y a une marge de sécurité de 50%, on est sur un secteur qui est très mature, mais la croissance a légèrement repris, on a sur un rendement du dividende qui est exceptionnellement élevé, qui est bien sécurisé sur les free cash flow médians des 5 dernières années, il y a un peu de rachat d'actions. Je pense que SES est quand même un dossier intéressant à creuser de votre côté. Il y a deux perspectives. Soit c'est une perspective value, et donc là on joue en redressement des multiples pour à minima revenir aux multiples historiques. Si on se met 5 ans, c'est peut-être un peu optimiste. Mais mettons 10 ans, c'est optimiste. Mais 5 ans, si on se met sur 5 ans, on est sur 30% de décote. Donc là, il y a potentiellement, si vous êtes un investisseur value et que vous jouez le retour aux multiples historiques, il y a un rattrapage du décote à jouer. Et si vous êtes un investisseur dans le dividende, vous avez de la sécurité du dividende, avec un dividende très très élevé, bien sécurisé, avec un bon rendement. Et s'il y a même un problème sur les free cash flow, il faudrait que le groupe se désendette, mais à la vitesse du désendettement, vous allez être en cachinette en un an ou deux. Donc ce dividende en plus, il sera sécurisé par de la trésorerie par la suite. Conclusion de SES. C'est intéressant à mettre en watchlist et à creuser de votre côté. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.